C'était l'un de ces après-midi humides et silencieux qui s'installent sur le Tennessee à la fin du mois d'août, ce genre de chaleur qui colle à la peau, où même le bourdonnement des cigales semble lointain et fatigué. Vers 14h15, Daniel et Maria Alvarado ont garé leur break beige sur l'aire de repos de l'autoroute I-40, juste à la sortie de Cookeville. Ils roulaient vers l'ouest depuis des heures, rentrant chez eux après avoir rendu visite à la sœur de Maria près de Knoxville. Sur la banquette arrière, leur fille de 2 ans, Jenny, était à moitié endormie, serrant contre elle un ballon rouge vif qu'ils avaient acheté dans un restaurant de bord de route plus tôt ce matin-là. Maria dira plus tard qu'elle avait presque hésité à s'arrêter. Ils étaient à moins d'une heure de la maison, mais Daniel avait besoin d'une pause et Jenny commençait à s'agiter. Cela ne devait durer que 5 minutes, le temps de se dégourdir les jambes, d'aller aux toilettes, de prendre un soda au distributeur. Juste 5 minutes. L'aire de repos était typique de son époque. 2 abris de pique-nique, un bâtiment en béton pour les toilettes, une poignée de distributeurs automatiques vrombissant sous un auvent en tôle et une étroite route de service qui disparaissait derrière un rideau de pin. Quelques voitures étaient garées à l'ombre et plus loin, un pick-up bleu tournait au ralenti près des poubelles. Rien ne semblait anormal. Maria prit la main de Jenny en se dirigeant vers les distributeurs. Daniel suivit, cherchant de la monnaie. Un couple de l'Arkansas, de passage, se souviendra plus tard avoir vu Jenny trottiner quelques pas devant, riant alors que le ballon flottait au-dessus d'elle dans la lumière du soleil. Ce fut la dernière fois qu'on la vit vivante de manière confirmée. Cela n'a pas pu durer plus de 90 secondes. Maria a tourné la tête pendant ce qu'elle décrira comme un clin d'œil. Elle a ouvert son sac à main, a demandé à Daniel ce qu'il voulait boire, et quand elle a regardé à nouveau, Jenny avait disparu. Pas un cri, pas un bruissement de feuilles, simplement disparu. Au début, Maria pensa que Jenny s'était aventurée derrière les distributeurs, ouvert les tables de pique-nique. Elle appela son nom, riant presque de sa propre inquiétude, s'attendant à un gloussement en retour. Quand il n'y eut rien, sa voix changea, plus forte, plus tranchante. En quelques minutes, Daniel courait le long du périmètre, criant en direction des arbres. Un autre conducteur se joignit à eux, pensant que l'enfant avait peut-être suivi un papillon ou un chien errant. À 14h40, le ton de Maria lors de l'appel d'urgence était empreint d'une panique totale. Elle était juste là, répétait-elle sans cesse. Juste là. Sa voix se brisa. L'opérateur lui dit de ne pas bouger. Les policiers étaient déjà en route. Lorsque la première voiture de patrouille est arrivée, la scène était trompeusement calme. Aucun signe de lutte, aucune affaire renversée, aucune trace de dérapage. Juste quelques personnes debout, incrédules, pointant dans différentes directions. Les officiers ont immédiatement commencé à fouiller le périmètre, délimitant la zone avec du ruban de signalisation. Un camionneur garé de l'autre côté du parking a mentionné un homme qui fumait près des toilettes quelques minutes avant la disparition, grand, avec une casquette et une chemise grise. Un autre témoin a dit avoir vu un pick-up bleu près des distributeurs démarrer en trombe, projetant du gravier derrière lui. Elle ne se souvenait pas de la plaque. Les recherches se sont rapidement étendues. En une heure, des unités canines étaient sur le terrain, leur maître criant des ordres tandis qu'ils parcouraient les bois. Un hélicoptère balayait la zone, ses pales battant l'air, pendant que des adjoints inspectaient les fossés de drainage, les ponceaux et le bord d'un ruisseau voisin. Rien, aucune piste olfactive, aucune petite empreinte dans la terre meuble.
C'était comme si Jenny s'était évaporée dans l'air lourd de l'été. Vers 17 heures, le soleil commença à décliner, baignant le parking d'une lumière dorée. Les équipes de télévision étaient arrivées, les journalistes installant leurs trépieds, tandis que les adjoints tentaient de maintenir une ligne entre les bénévoles affolés et le ruban de la scène de crime. Maria était assise sur le trottoir, serrant la couverture de Jenny, ses mains tremblant si violemment qu'un policier crut qu'elle allait s'évanouir. Daniel faisait des 100 pas derrière elle, ses yeux passant d'une voiture à l'autre, comme s'il espérait que l'une d'elles s'ouvrirait simplement pour lui rendre sa fille. Les enquêteurs du bureau du shérif du comté de Putnam prirent des dépositions, photographièrent des traces de pneus et recueillirent des fibres près de la zone des distributeurs. En interrogeant Daniel sur la chronologie des événements, ils remarquèrent qu'il avait attendu près de 7 minutes avant de composer le 911. Assez longtemps, dirent-ils plus tard, pour que le soupçon prenne racine. Il l'expliqua encore et encore. Il pensait qu'il la trouverait dans les bois, que le fait d'appeler la police trop tôt ne ferait qu'aggraver les choses. Mais dans des cas comme celui-ci, les secondes comptent, et ce retard devint la première des nombreuses ombres qui planèrent sur la famille. À la tombée de la nuit, des projecteurs illuminèrent l'aire de repos. Les adjoints formèrent des lignes de recherche s'étendant jusqu'à la lisière des arbres, leurs lampes de poche vacillant à travers les sous-bois. La chaleur fit place à une immobilité pesante. Le seul bruit était le vrombissement des générateurs et le faible crépitement des radios. Vers 22 heures, l'un des chercheurs trouva quelque chose près du fossé de drainage derrière le parking. Un petit ballon rouge dégonflé, emmêlé dans une touffe de mauvaises herbes. Il correspondait à celui que tenait Jenny. Les experts scientifiques examinèrent le ballon et ses environs, mais ne trouvèrent aucune empreinte, aucun résidu, rien qui ne suggère une lutte. Le sol ne montrait aucun signe de traînée ou de perturbation. Même les chiens semblaient confus, tournant en rond une fois avant de perdre complètement la piste. À minuit, l'aire de repos s'était transformée en centre de commandement. Les camions de télévision s'alignaient sur l'accotement de l'autoroute. Les journalistes parlaient dans leur microphone d'une enfant disparue et d'un mystère sur l'I-40. La rumeur se propagea plus vite que les faits ne purent la rattraper. À 2 heures du matin, Maria fut transportée à l'hôpital après s'être effondrée d'épuisement. Daniel resta sur place, insistant pour aider les équipes de recherche. Mais à l'aube, il n'y avait toujours aucune trace. Aucun vêtement, aucune empreinte, aucun témoin oculaire capable de dire avec certitude dans quelle direction Jenny était partie. Les gros titres du lendemain matin furent brutaux. Une fillette de 2 ans disparaît d'une aire de repos. Le public voulait des réponses, et la police n'en avait aucune. Ils interrogèrent tous les conducteurs enregistrés qui avaient été signalés dans la région cet après-midi-là. Ils remontèrent de la piste de la description du pick-up bleu jusqu'à des douzaines de véhicules similaires à travers 3 États. Chaque piste s'évaporait dans le néant. Des rumeurs commencèrent à circuler sur des réseaux de trafic, des sectes, un vagabond aperçu dans les villes voisines. Certains spéculèrent que Daniel lui-même avait organisé l'enlèvement. Maria refusait de croire à tout cela. Elle apparut à la télévision locale la semaine suivante, tenant une photo de Jenny, suppliant quiconque aurait pu voir quelque chose de se manifester. Sa voix était faible, mais assurée. « Ce n'est qu'un bébé, dit-elle. Quelqu'un sait ce qui s'est passé. » Les jours se transformèrent en semaines. Le rayon de recherche s'étendit à 30 kilomètres. Des bénévoles draguèrent les étangs et les puits abandonnés des environs. Rien,
Même l'implication du FBI ne permit de découvrir aucun indice tangible. Au début du mois de septembre, l'aire de repos avait rouvert aux voyageurs, bien que peu de gens veuillent désormais s'y arrêter. Les habitants commencèrent à l'appeler l'endroit où la petite fille a disparu. Les familles qui passaient par là accéléraient, les yeux rivés sur la route, ne voulant pas regarder les tables de pique-nique où le ruban de la police avait autrefois flotté. Daniel et Maria finirent par déménager de Cookville, incapables de supporter les souvenirs liés à cette portion d'asphalte. Mais l'image persistait. Une enfant tenant un ballon rouge, la lumière du soleil se reflétant sur les vitres des voitures, un moment de vie ordinaire transformé en cauchemar. Des années plus tard, l'un des premiers policiers sur les lieux décrira la scène dans un documentaire. C'était comme si la terre s'était ouverte pour l'engloutir. Nous avons fouillé chaque centimètre carré, mais elle avait tout simplement disparu. Dit Yamyit Maretiti, et c'était la vérité persistante qui hantait tous ceux qui avaient touché à cette affaire. Il n'y avait eu aucun bruit, aucune lutte, aucun témoin qui ait vraiment vu le moment où cela s'est produit. Seulement un silence s'étirant sur des décennies, comme si l'aire de repos elle-même l'avait avalée tout entière. Les années qui suivirent la disparition de Jenny Alvarado se déroulèrent au ralenti, mesurées non pas en mois ou en saisons, mais dans l'écho creux des appels sans réponse et des anniversaires qui passaient sans bougie. Le dossier de l'affaire, autrefois vibrant d'urgence, commença à s'affadir sous le poids du temps et de la poussière. Pendant un temps, l'histoire resta dans les journaux. Une fillette de 2 ans disparaît d'une aire de repos. C'était le genre de titre qui restait dans un coin de l'esprit des gens pendant quelques semaines, avant que la prochaine tragédie ne prenne sa place. Mais pour Maria Alvarado, le temps n'avançait pas. Il tournait en rond, encore et encore, autour des 5 minutes qui avaient détruit sa vie. Dans les années qui suivirent 1982, Maria fit ce que l'on conseille à tous les parents dans sa situation. Maintenir l'histoire vivante. Elle participa à des talk-shows, se tenant sous les lumières des studios avec des photos de Jenny épinglées à son chemisier, la voix tremblante en demandant de l'aide. Elle écrivit des lettres au gouverneur, aux chaînes de télévision et même à des médiums qui prétendaient voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Chaque fois, elle terminait par la même phrase. Elle n'avait que 2 ans. Daniel, quant à lui, glissa dans les espaces silencieux du deuil, celui qui ne parle jamais. Il continua à travailler dans la construction pendant quelques années, puis cessa complètement de se présenter. Des amis dirent qu'il conduisait sans but la nuit, s'arrêtant parfois sur des aires de repos le long de l'I-40, restant assis là pendant des heures en silence, à regarder la route. Quand il rentrait à la maison, il buvait jusqu'à ne plus pouvoir parler. En 1987, Maria et Daniel s'étaient séparés, bien qu'aucun des deux n'ait jamais demandé le divorce. Ils avaient simplement cessé d'exister dans la même vie. L'enquête elle-même commença à dépérir. Les détectives furent réaffectés. De nouvelles priorités prirent le dessus. Les théories avaient fait leur temps. Enlèvement par un étranger, trafic, même la possibilité d'une attaque animale. Bien qu'aucune trace n'ait jamais étayé cette hypothèse. Les pistes se transformèrent en rumeurs, et les rumeurs en histoires racontées par des inconnus qui juraient se souvenir d'avoir vu quelque chose. En vérité, personne ne se souvenait de rien. Pourtant,
Tous les quelques années, une lueur d'espoir jaillissait, de courte durée, mais suffisante pour faire sursauter le cœur de Maria. En 1988, un camionneur de l'Arkansas signala une petite fille marchant pieds nus le long d'une aire de repos à l'aube. La description, cheveux châtain clair, yeux verts, était assez proche pour que le TBI envoie un agent pour enquêter. L'enfant s'avéra être une fugueuse de Little Rock, pas Jenny. En 1990, une serveuse du Nouveau-Mexique contacta les autorités après avoir servi un homme accompagné d'une jeune fille silencieuse qui, jurait-elle, correspondait à la photo qu'elle avait vue des années plus tôt dans l'émission America's Most Wanted. Les tests ADN, encore primitifs à l'époque, l'exclurent. Chaque fois, les appels téléphoniques arrivaient tard dans la nuit. Chaque fois, Maria préparait un petit sac, prête à traverser le pays à tout moment. Et chaque fois, elle rentrait chez elle dans une maison vide. Au début des années 1990, l'affaire Alvarado était devenue un cas d'école pour les jeunes détectives. Un rappel que toutes les disparitions ne se terminent pas par une résolution. L'enquêteur principal d'origine prit sa retraite. Son remplaçant donna une dernière conférence de presse, résumant l'affaire comme étant inactive, en attente de nouvelles informations crédibles. Les mots piquèrent, bureaucratiques et froids. Inactive signifiait oublier. Puis, en 1995, quelque chose d'inhabituel se produisit. Un ancien enquêteur de la patrouille autoroutière nommé Frank Dillard, retraité depuis longtemps, examinait de vieux dossiers d'enlèvement pour un projet personnel lorsque le dossier Alvarado attira son attention. Dillard avait la réputation de voir ce que les autres manquaient. Il passa des mois à éplucher les rapports archivés, les schémas et les enregistrements des témoignages. Ce qui le frappa, c'est à quel point ses premiers entretiens étaient incohérents. Un témoin, le couple qui avait croisé la famille quelques minutes avant la disparition de Jenny, avait décrit un pick-up bleu garé près des distributeurs. Mais lorsqu'on leur demanda plus de détails, ils avaient ajouté quelque chose qui n'avait jamais été suivi. Le camion, disait-il, avait ce qui ressemblait à des plaques d'immatriculation gouvernementale. À l'époque, cela avait été considéré comme une erreur. Mais Dillard nota que les plaques décrites correspondaient à un format utilisé par les équipes de maintenance de l'État au début des années 80. Puis il y eut une autre déposition, celle d'un chauffeur de camion qui s'était arrêté pour utiliser les toilettes juste avant la disparition. Il se souvenait d'un homme en chemise grise avec un badge de sécurité, bien que lorsque les enquêteurs avaient vérifié, le département des autoroutes avait confirmé qu'aucun employé n'était prévu sur ce site ce jour-là. Dillard souligna la ligne d'un trait de stylo rouge et écrivit un seul mot à côté. Imposteur. Il commença à reconstruire la chronologie à partir de zéro, créant une carte de chaque véhicule enregistré près de la sortie 92 cet après-midi-là. Il parcourut lui-même la route, comparant les lignes de vue et les distances, et interrogeant même des officiers à la retraite qui avaient travaillé sur la scène. Selon son estimation, Jenny avait disparu dans une fenêtre de 90 secondes, étroite, précise et d'une efficacité troublante. Quiconque l'a enlevée, déclara-t-il à un journaliste local dans une brève interview, savait exactement ce qu'il faisait. Dillard pensait que Jenny ne s'était pas égarée dans les bois ou n'avait pas été enlevée par hasard. Il émit la théorie que son ravisseur s'était fait passer pour un agent de maintenance ou un fonctionnaire des autoroutes, quelqu'un que la famille n'aurait pas hésité à voir sur une aire de repos. Il rédigea un rapport avec l'intention de présenter ses conclusions au TBI, mais avant de pouvoir le livrer,
il fut victime d'un léger AVC à son domicile. Sa fille retrouva plus tard les notes de l'affaire soigneusement empilées sur son bureau, la page supérieure marquée d'une tache de café et des mots Camion bleu, faux badge, vérifié contrat 1982. $100 pour le faire avancer, le dossier retomba dans le silence. Il fut mis en boîte et stocké parmi des centaines de cas non résolus étiquetés enlèvement d'enfants inactifs. Une nouvelle génération d'officiers rejoignit le département, ignorant tout de la petite fille dont la photo avait autrefois été accrochée au-dessus du bureau de commandement. Maria n'arrêta jamais d'écrire des lettres. Elle en envoyait une au TBI chaque Noël, les remerciant de se souvenir encore de Jenny, même si elle savait que la plupart des personnes à qui elle s'adressait ne travaillaient plus là. Sa foi de retrouver sa fille vivante s'était estompée, remplacée par une conviction plus calme, que Jenny avait été enlevée par quelqu'un qui prétendait aider. Dans ses rêves, le visage de l'homme était toujours flou, mais le décor ne changeait jamais. Des phares perçant le brouillard, le faible bruit de pneus sur le gravier, et la voix de Jenny appelant de quelque part, juste hors de portée. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit, convaincue d'entendre le rire d'un enfant dans le jardin. Elle se précipitait à la fenêtre, le cœur battant, pour ne trouver que la rue calme et vide. Au fil des ans, ces moments devinrent à la fois son châtiment et son réconfort. Tant qu'elle pouvait encore entendre sa fille dans ses rêves, Jenny n'était pas entièrement partie. Au tournant du millénaire, l'affaire Alvarado était devenue une histoire de fantômes murmurée par les camionneurs locaux, à propos d'une aire de repos où les gens prétendaient entendre un enfant pleurer près des arbres, où les phares s'assombrissaient parfois sans raison au passage des voitures. Rien de tout cela n'était réel, mais pour ceux qui s'en souvenaient, le silence qui suivit l'affaire semblait hanter à sa manière. Maria a un jour confié doucement à un journaliste qu'elle ne pensait pas que le temps puisse résoudre ce qui s'était passé. Le temps ne fait qu'enterrer les choses, dit-elle. Il ne les répare pas. Et pendant les 2 décennies suivantes, c'est exactement ce que le temps a fait. Il a enterré la vérité sous des kilomètres d'asphalte, sous des années de désintérêt et de paperasse oubliée, jusqu'à ce qu'une nuit, bien des années plus tard, la caméra de bord d'un camionneur n'enregistre quelque chose d'étrange sur ce même tronçon d'autoroute et ne ramène le nom de Jenny à la lumière. En 2015, l'endroit où Jenny Alvarado avait disparu n'existait plus. L'aire de repos de la sortie 92 avait été rasée des années auparavant, ses tables de pique-nique fissurées et son asphalte délavé enseveli sous une portion élargie de l'Interstate 40. Ce qui était autrefois une tranquille aire de stationnement bordée de pins était devenu un simple flou de béton pour les milliers de voitures qui passaient chaque jour à toute vitesse. Pour la plupart, ce n'était rien de plus qu'un numéro sur un panneau vert d'autoroute. Pour les quelques-uns qui se souvenaient encore de l'histoire, c'était un endroit à éviter, un fantôme du passé scellé sous un pavage neuf. Mais le passé a une étrange façon de refaire surface. À l'automne 2016, un chauffeur de camion à la retraite nommé Bill Morton publia un message sur un forum en ligne appelé Truckers Rest, un lieu de rencontre numérique pour les chauffeurs long courrier partageant des histoires de la route. Son message n'était pas destiné à devenir viral. Il l'avait simplement intitulé Quelque chose d'étrange sur l'I-40 près de Cookeville. Morton raconta qu'il organisait de vieux clips de sa caméra de bord qu'il avait sauvegardés au fil des années sur la route, lorsqu'il était tombé sur un qui le dérangeait. La vidéo était granuleuse,
capturée en 2015 lors d'un trajet de nuit à travers le centre du Tennessee. Vers 2 heures du matin, sur une route de service déserte parallèle à l'I-40, sa caméra avait filmé quelque chose d'inhabituel, une adolescente marchant pieds nus le long de l'accotement. Elle était apparue hors de l'obscurité, illuminée pendant quelques secondes seulement par ses phares. Ses cheveux étaient longs, emmêlés. Elle portait une chemise trop grande et un short qui semblait déchiré. Sa démarche était instable, presque prudente, comme si elle écoutait quelque chose derrière elle. Pendant un bref instant, elle tourna la tête vers le camion qui passait. Dans cette lueur fugace, son visage fut visible, pâle, effrayé et bien trop jeune pour être seule à cette heure. Puis, elle disparut, de nouveau avalée par l'obscurité. Morton écrivit qu'il n'y avait pas beaucoup réfléchi à l'époque. Il avait déjà vu des fugueurs, des jeunes fuyant quelque chose, des autostoppeurs, des gens errant sans but sur les bords de l'autoroute. Mais quelque chose chez cette fille le troublait en revoyant la vidéo. Elle ne se déplaçait pas comme une fugueuse. Elle avait l'air traquée. En quelques heures, d'autres chauffeurs répondirent. Certains dirent avoir vu des choses étranges sur ce tronçon également. Des silhouettes dans le brouillard, des ombres près de la lisière des arbres, l'occasionnel inconnu pieds nus marchant sur l'accotement. Quelques-uns mirent cela sur le compte de la fatigue ou des illusions d'optique de la conduite de nuit. Mais lorsque Morton téléchargea le clip de 20 secondes lui-même, le ton de la discussion changea complètement. La vidéo se propagea rapidement au-delà du forum. Quelqu'un la partagea sur Reddit dans le subreddit Are Unresolved Mysteries. Le titre du fil de discussion était Qui est la fille dans cette vidéo de caméra de bord de 2015 enregistrée près du site de la disparition d'Alvarado en 1982? Au début, ce fut traité comme une curiosité, une histoire de fantôme pour l'ère numérique. Mais ensuite, les utilisateurs commencèrent à comparer des images fixes de la vidéo avec de vieilles photographies de Jenny Alvarado. La ressemblance était troublante. La structure du visage, les yeux, même une légère cicatrice près du sourcil gauche que Jenny s'était faite en tombant dans son enfance, correspondaient presque parfaitement. Un utilisateur superposa les images, alignant les traits. Lorsqu'il publia le composite, il explosa sur les réseaux sociaux. En quelques jours, les médias locaux s'emparèrent de l'affaire. Le clip fut diffusé sur Channel 5 à Nashville sous le titre La fille mystère de l'I-40. Pourrait-elle être l'enfant qui a disparu il y a 35 ans? La voix du présentateur était mesurée, sceptique, mais l'implication était claire. Cela pouvait paraître impossible, mais si ce n'était pas le cas, le département de police de Cookeville publia une brève déclaration disant qu'ils étaient au courant de la vidéo, mais n'avaient aucune raison de croire qu'elle était liée à une enquête en cours. Ils suggérèrent que la fille était probablement une fugueuse ou peut-être une victime de la traite des êtres humains. Nous voyons souvent ce genre de signalement, déclara un sergent à un journaliste. Ce n'est probablement rien. Mais cela ne semblait pas être rien. Le clip avait une étrangeté que personne ne pouvait expliquer. Les mouvements de la fille, ses regards en arrière, le bref moment où sa tête se tourna vers la lumière, cela ne paraissait pas mis en scène. Cela ressemblait à de la peur. En une semaine, le bureau d'enquête du Tennessee rouvrit le dossier Alvarado, citant officiellement de nouvelles preuves potentielles dans la disparition de Jennifer Alvarado. Pour la première fois depuis des décennies, le nom de Jenny réapparut dans les dossiers officiels. Un analyste vidéo de l'unité des crimes numériques du TBI commença à travailler sur la séquence
l'améliorant image par image. Malgré la faible qualité, ils parvinrent à affiner plusieurs détails clés. La jeune fille marchait le long d'une étroite voie de service qui bordait autrefois une ancienne aire de repos. Sur une seule image, une faible lueur se refléta sur quelque chose de métallique derrière elle. C'était à peine visible, mais suffisant pour attirer l'attention de l'analyste. Une fois la séquence stabilisée et le contraste amélioré, le reflet devint parfaitement clair. Un rétroviseur latéral. Quelqu'un d'autre se trouvait sur cette route. Derrière la jeune fille, presque entièrement masquée par l'obscurité, se dessinait la silhouette indistincte d'une camionnette blanche, moteur au ralenti sur l'accotement. Les phares du véhicule étaient éteints, sa calandre n'apparaissant sous les feux de route de la dashcam que pendant 2 ou 3 images. Le véhicule n'avait pas de plaque d'immatriculation visible. La découverte fit parcourir un frisson dans la pièce. La camionnette n'avait pas été visible à l'œil nu lors de l'enregistrement original, mais elle était là, figée dans une fraction de seconde, indéniable. Les enquêteurs comparèrent la silhouette du véhicule aux archives, croisant les modèles de la fin des années 90 et du début des années 2000. Elle correspondait à un Ford Econoline, le même type de véhicule fréquemment utilisé par les entrepreneurs indépendants et les équipes de maintenance. Pour beaucoup au sein du bureau, c'était un écho sinistre des tout premiers détails des rapports de 1982. La mention d'un homme en chemise grise, le faux badge, et la camionnette bleue non identifiée aux plaques d'immatriculation inhabituelles. Et si, suggéra quelqu'un, la camionnette bleue n'était pas le seul véhicule impliqué? Et si l'homme qui a enlevé Jenny avait utilisé plusieurs véhicules de travail au fil du temps, chacun intraçable, chacun d'apparence assez légitime pour ne pas éveiller les soupçons? Lorsque le bureau d'investigation du Tennessee informa Maria Alvarado, elle avait 71 ans et vivait paisiblement dans un petit appartement à Franklin, dans le Tennessee. Elle n'avait pas parlé publiquement de sa fille depuis près de 2 décennies. La nouvelle la perturba, mais elle accepta de visionner les images. Des témoins décrivirent plus tard la scène. Les lumières s'éteignirent, la vidéo tourna en boucle sur un moniteur, et alors que l'image de la jeune fille aux pieds nus apparaissait, la main de Maria se porta à sa bouche. C'est sa démarche, murmura-t-elle. C'est Jenny. Le bureau ne pouvait pas le confirmer, pas encore, mais la ressemblance suffisait à relancer une enquête en sommeil depuis presque une vie entière. Les inspecteurs commencèrent à interroger d'anciens ouvriers de la voirie qui avaient travaillé dans la région au début des années 1980. Un nom refit surface plus d'une fois, celui d'un sous-traitant avec un historique de problèmes disciplinaires qui avait travaillé sur l'entretien des routes près de la sortie 92 la semaine de la disparition de Jenny. Son dossier était incomplet et il était décédé des années plus tôt en Oklahoma, mais ce qui retint leur attention fut une photo d'identité délavée jointe à son dossier. L'homme portait une chemise grise avec un badge, un écusson circulaire qui ne correspondait à aucun uniforme de département connu. Alors que les analystes continuaient d'améliorer la vidéo, un dernier détail émergea. Lorsque le reflet de la camionnette scintilla sur le rétroviseur, quelque chose était à peine visible sur son capot, un mot partiel, à peine lisible sous des décennies de pixelisation. On pouvait y lire Fowlers, suivi d'une tache. Ce nom ne disait rien à la plupart de l'équipe, mais pour un enquêteur à la retraite qui examinait la vidéo cette semaine-là, il le figea net.
Il se souvint du nom, tiré d'un contrat de maintenance enfoui au plus profond des vieux dossiers de 1982, dépôt de maintenance de Fowler's Creek. L'entreprise avait fermé à la fin des années 90, à peu près au même moment où la dashcam avait été enregistrée. Cette connexion allait bientôt envoyer l'enquête dans une direction entièrement nouvelle, une direction qui mettrait au jour un secret resté caché au vu et au su de tous pendant plus de 3 décennies. Chaque cas sur cette chaîne n'est pas juste une histoire. Ce sont des semaines de recherche à fouiller dans de vrais dossiers et à reconstituer des vies qui ont été perdues. Chaque épisode demande des jours d'investigation et de longues nuits à la poursuite de la vérité. Nous faisons cela parce que ces histoires comptent et que quelqu'un, quelque part, mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à découvrir la vérité derrière ces mystères, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner et nous dire dans les commentaires quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus touché. Votre soutien nous permet de continuer. Et si vous souhaitez voir d'autres affaires classées résolues, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'affaire. Lorsque le Bureau d'investigation du Tennessee rouvrit le dossier Alvarado au début de 2017, peu d'agents affectés à l'affaire étaient en vie lorsque Jenny avait disparu. L'affaire était plus vieille que la plupart d'entre eux, un nom enfoui dans les archives sous des centaines de rapports d'enfants disparus des années 1980. Mais la vidéo de la dashcam changea tout. C'était la première piste tangible en 35 ans, quelque chose qu'ils pouvaient voir, étudier, disséquer. Pendant des semaines, l'équipe de criminalistique numérique passa au peigne fin chaque image, cherchant tout ce qui pourrait expliquer qui était cette fille aux pieds nus et pourquoi une camionnette la suivait. Ce fut une jeune analyste nommée Rebecca Nash qui remarqua la première une connexion enfouie dans les anciens dossiers du personnel. Elle croisait les contrats d'entretien des routes de l'été 1982 lorsqu'un nom apparut à plusieurs reprises. Louis R. Baines. Sur le papier, il était répertorié comme un agent de sécurité temporaire pour une entreprise de maintenance privée qui assistait aux rénovations des aires de repos de l'État. Mais quelque chose clochait dans son dossier. Il n'y avait pas de numéro de permis de conduire, pas d'adresse, juste une boîte postale à Birmingham, en Alabama. Lorsque Nash passa son nom dans les registres fédéraux, elle trouva une arrestation de 1980 dans le comté de Jefferson. Enlèvement et séquestration illégale d'un mineur. Les détails étaient glaçants. Bain avait purgé une peine de 2 ans avant d'être libéré sur parole. Sa victime, une jeune fille de 12 ans, avait été retrouvée vivante après s'être échappée d'un hangar de stockage de fortune derrière un entrepôt où Benz travaillait. Après sa libération, il disparut du système de libération conditionnelle de l'Alabama. Pas d'adresse de suivi, pas de dossier d'emploi ultérieur, simplement volatilisé. Pourtant, le voilà qui refaisait surface 2 ans plus tard dans le cadre d'un contrat d'État dans le Tennessee, travaillant à moins de 50 kilomètres de l'endroit où Jenny avait disparu. En creusant davantage, les agents découvrirent que Baines avait accès à plusieurs véhicules de travail, dont une camionnette Ford blanche enregistrée au nom de son entreprise. Un journal de bord délavé de 1982 répertoriait plusieurs visites de sites cette semaine-là, dont une à la sortie 92 de l'I-40 à Cookeville. Personne n'avait jamais vérifié ces registres à l'époque.
Le bureau envoya une demande de dossier supplémentaire au département des services correctionnels de l'Alabama. Ce qui leur revint peignait un tableau encore plus sombre. En 1983, environ un an après la disparition de Jenny, Baines changea légalement son nom en Harold L. Beckett et obtint de nouveaux papiers d'identité dans le Missouri. Sous cette identité, il occupa divers emplois d'entretien et de conciergerie dans le Midwest tout au long des années 1980 et au début des années 1990. Puis, soudainement, à l'été 1999, sa piste s'arrêta dans une zone rurale de l'Oklahoma, où les registres de décès indiquaient qu'il était mort d'une crise cardiaque à 54 ans. Pas de plus proche parent. Pas de notice nécrologique. C'était une chronologie troublante qui le plaçait en vie et en mouvement pendant près de 2 décennies après la disparition de Jenny. Pendant ce temps, les analystes numériques continuaient de déconstruire la vidéo de la dashcam. La séquence qui avait relancé l'affaire ne durait que 20 secondes, mais chaque image recelait une preuve potentielle. Grâce à une stabilisation d'image avancée, ils parvinrent à améliorer l'arrière-plan derrière la jeune fille. C'est alors qu'ils le remarquèrent, un panneau usé par le temps, partiellement visible dans le coin de l'image. Les lettres étaient effacées, mais on pouvait encore lire les mots. Dépôt de maintenance de Fowler's Creek. Le nom suscita une reconnaissance immédiate au sein de l'équipe. Il s'agissait d'une petite installation de maintenance de l'État située sur le même tronçon de l'I-40, désaffectée en 1998 après l'élargissement de l'autoroute. Elle était à l'abandon depuis près de 20 ans. Si la fille dans la vidéo passait devant ce panneau, la séquence n'aurait pas pu être enregistrée en 2015. Le dépôt avait été démoli des années auparavant. Suspectant une erreur technique, les analystes examinèrent les métadonnées intégrées au fichier vidéo. Ils découvrirent que l'horloge interne de la dashcam, probablement en raison d'un micrologiciel corrompu, était décalée de 18 ans exactement. Cela signifiait que la séquence horodatée du 14 juin 2015 avait en réalité été capturée le 14 juin 1999. Cette prise de conscience provoqua une onde de choc dans l'enquête. Pendant des mois, ils avaient cherché une survivante des temps modernes. Maintenant, la vérité était bien plus dérangeante. La dashcam n'avait pas filmé une fille marchant récemment sur l'autoroute. Elle avait capturé les derniers moments d'une enfant disparue des décennies plus tôt. Une fois la chronologie corrigée, tout le reste s'emboîta avec une précision terrifiante. En 1999, Louis R. Baines, vivant alors sous le nom de Harold Beckett, était toujours employé comme entrepreneur de maintenance itinérant, se déplaçant d'État en État pour réparer la signalisation routière. Il possédait une camionnette blanche qui correspondait à celle vue au ralenti dans le reflet de la dashcam. Des relevés financiers obtenus d'un ancien compte de coopérative de crédit montraient des achats de carburant le long de l'I-40 au début de juin 1999, la dernière transaction étant enregistrée près de Cookeville. 12 jours plus tard, il était déclaré mort en Oklahoma. Les enquêteurs émirent l'hypothèse que, dans la nuit du 14 juin, la dashcam, montée sur le camion d'un autre conducteur, avait enregistré à son insu Jenny dans les dernières heures de sa vie. Elle aurait eu 19 ans à l'époque, non plus la petite fille qui avait disparu de l'aire de repos, mais une jeune femme qui avait probablement passé des années cachée du monde. L'idée seule troubla tous ceux qui travaillaient sur l'affaire. Pendant 35 ans, elle avait été classée comme une enfant enlevée.
Il semblait maintenant qu'elle avait survécu, au moins pendant un certain temps, et que le monde était passé à côté d'elle. Les analystes judiciaires retournèrent à la vidéo avec une urgence renouvelée. Ils la ralentirent à 1/8 de sa vitesse, disséquant chaque pixel. Lorsque la jeune fille tourna la tête vers les phares du camion, ils remarquèrent quelque chose qui brillait à son poignet. Un petit bracelet en métal. Maria avait mentionné des décennies plus tôt que Jenny portait un fin bracelet en argent gravé de ses initiales. Une autre image montra les lèvres de la fille bouger comme si elle parlait. Les mots étaient impossibles à entendre, mais un spécialiste de la lecture labiale crut qu'elle disait une seule chose. « Aidez-moi ». Les agents regardèrent la séquence en silence. Quelque part, la vérité sur ce qui était arrivé à Jenny était restée sur un vieux disque dur pendant près de 20 ans, mal daté, mal étiqueté, oublié. Ils retrouvèrent l'historique d'immatriculation du camion qui avait enregistré la vidéo, découvrant qu'il avait appartenu à une société de logistique qui avait fait faillite au début des années 2000. Les actifs de l'entreprise, y compris les dashcams, furent vendus aux enchères. L'une d'entre elles finit par atterrir en possession de Bill Morton, le chauffeur de camion à la retraite qui avait, sans le savoir, ravivé l'enquête des décennies plus tard. C'était presque trop à assimiler. La découverte fortuite d'une vidéo corrompue provenant d'une caméra hors service était devenue la clé que le temps lui-même avait égarée. Lorsque les agents présentèrent leurs conclusions au chef du bureau, la salle devint silencieuse. La séquence des dates était accablante. Bain avait enlevé Jenny en 1982, avait vécu sous une fausse identité pendant 17 ans et était mort la même année que l'enregistrement de la vidéo. La jeune fille vue marchant pieds nus le long de la voie de service n'était pas une fugueuse au hasard. C'était Jenny Alvarado, vivante, terrifiée et sur le point d'être libre. Les enquêteurs ne pouvaient que spéculer sur les circonstances qui l'avaient menée là. Peut-être s'était-elle échappée. Peut-être l'avait-il abandonnée lorsque sa santé avait commencé à décliner. Peut-être que cette marche le long de la route était son premier moment de liberté depuis des années. Mais au moment où l'on retrouva la vidéo, ils étaient tous les deux déjà partis. Tard cette nuit-là, Rebecca Nash s'assit seule, examinant à nouveau la vidéo, image par image. La distorsion sonore, le bref scintillement des phares, le reflet fantomatique de la camionnette blanche dans le rétroviseur. Tout racontait la même histoire. Le monde avait enregistré la dernière marche de Jenny, puis, sans le savoir, avait détourné le regard. Le rapport officiel fut modifié une dernière fois. Sujet vu vivant pour la dernière fois le 14 juin 1999, près de l'ancien dépôt de maintenance de Fowler's Creek. Ravisseur probable identifié à titre posthume comme étant Louis R. Baines, décédé. Ce n'était pas une conclusion, pas vraiment. C'était la preuve que la vérité s'était cachée au vu et au su de tous pendant des décennies, figée à l'intérieur d'un fragment de données corrompues. Et bien que l'affaire ait désormais un nom, un visage et une date de décès, une question demeurait. Si cette dashcam l'avait enregistrée vivante en 1999, où avait-elle été pendant les 17 années précédentes? Au début de 2017, l'hiver commençait à desserrer son étreinte sur le centre du Tennessee. Les pins entourant l'ancien site de Fowler's Creek se dressaient en silence, leurs racines s'enfonçant dans un sol qui n'avait pas été perturbé depuis des décennies. Ce qui avait été un modeste dépôt de maintenance, 2 hangars de stockage,
un fossé de drainage et une voie de service en gravier. N'était plus qu'une parcelle de nature sauvage engloutie par le temps. Pas de panneaux, pas de clôture, aucun souvenir de ce qui avait été là. Mais l'enquête les avait finalement ramenés à cet endroit oublié. Et l'équipe qui arriva ce matin-là savait que ce n'était pas une simple fouille. Armés des données corrigées de la vidéo de la dashcam, les enquêteurs du TBI et les anthropologues judiciaires commencèrent à arpenter le terrain autour des vestiges de l'ancien dépôt. À l'aide de photos aériennes historiques, ils alignèrent le terrain avec ce qui avait été la route vue dans la vidéo de 1999. Les coordonnées GPS correspondaient presque parfaitement. Ce qui avait été le panneau de Fowler's Creek n'était plus qu'un poteau métallique rouillé, à moitié enfoui dans les broussailles. Pour n'importe qui d'autre, le site ne ressemblait à rien de plus qu'un terrain abandonné. Mais pour les agents présents, l'atmosphère était lourde, comme si quelque chose attendait d'être trouvé. Ils commencèrent par une recherche systématique en quadrillage. Un radar à pénétration de sol balaya lentement la zone, passant et repassant sur le sol boueux. Pendant des heures, l'écran ne montra que les formes irrégulières de roches et de racines d'arbres. Puis, vers le milieu de l'après-midi, l'un des techniciens remarqua une petite anomalie à une dizaine de mètres du drain pluvial. Une parcelle de terre présentant des schémas de compaction inhabituels. Ce n'était pas grand, peut-être 60 cm sur 1 mètre, mais il était clair que quelque chose avait été enterré là. Lorsque l'excavation commença, l'équipe travailla en silence, presque avec recueillement. Chaque couche de terre fut soigneusement tamisée. Le premier objet qu'ils découvrirent figea tout le monde sur place. Un petit morceau de tissu bleu délavé, déchiré et raidi par le temps. Les spécialistes de la police scientifique le scellèrent rapidement dans un sac. Sous le microscope, il fut confirmé plus tard que les fibres correspondaient à celles d'un pull pour enfants fabriqué au début des années 1980, de la même marque que celui que Maria Alvarado se souvenait avoir mis à Jenny le jour de sa disparition. Encouragée par cette trouvaille, l'équipe continua de creuser plus profondément, élargissant le périmètre de quelques mètres. La terre en dessous était humide et compactée, comme si elle avait été remuée il y a longtemps et s'était retassée. Après près de 4 heures de travail méticuleux, les restes commencèrent à faire surface. Ils trouvèrent d'abord des fragments, de petits os dispersés de manière inégale dans la terre. Puis, en élargissant la tranchée, la silhouette complète prit forme. Une tombe peu profonde, ne dépassant pas 60 cm de profondeur. Les restes appartenaient à une femme, âgée d'environ 16 à 18 ans. Le squelette était en grande partie intact, bien que le crâne présentât des signes de traumatisme par objet contondant. Il n'y avait aucun effet personnel, ni bijoux, ni chaussures, seulement les restes d'une chemise déchirée et une fermeture éclair rouillée. Même avant que les résultats ADN ne reviennent, l'équipe savait ce qu'elle avait trouvé. Lorsque la confirmation arriva de Quantico des semaines plus tard, le nom sur le rapport effaça tout doute restant. Jennifer Alvarado. Correspondance confirmée. L'annonce provoqua une onde de choc dans la petite unité qui avait discrètement traqué son histoire pendant des mois. Pour eux, c'était une justification. Pour Maria, c'était l'appel téléphonique qu'elle avait à la fois supplié et redouté pendant 35 ans. Les enquêteurs reconstituèrent la séquence probable des événements. Les preuves suggéraient que Jenny avait été maintenue en vie pendant une période significative
après son enlèvement. L'analyse médico-légale de la densité osseuse et de la structure dentaire plaçait sa mort entre 16 et 18 ans. Le traumatisme crânien correspondait à un seul coup violent, probablement infligé avec un instrument contondant. Il n'y avait aucun signe de blessures multiples ou d'une longue lutte, ce qui laissait supposer que sa mort avait pu être soudaine. Des échantillons de sol prélevés à proximité révélèrent des traces d'huile de moteur et de résidus de carburant compatibles avec le stockage à long terme d'un véhicule. Les analystes émirent l'hypothèse que la camionnette blanche, la même que celle vue dans la vidéo, avait été garée près de ce site pendant des années, peut-être utilisée comme un logement de fortune ou un lieu de confinement. Les fenêtres avaient probablement été obstruées. La camionnette se déplaçait d'un endroit à l'autre le long des routes rurales, invisible parmi les centaines de véhicules de service qui parcouraient l'autoroute chaque année. Un agent du TBI à la retraite admit plus tard: il la cachait au vu et au su de tous. Chaque conducteur sur cette route est probablement passé à côté d'elle sans jamais le savoir. Les enquêteurs reconstituèrent ce qu'ils croyaient être le dernier chapitre de la captivité de Jenny. Lorsque Louis R. Baines, vivant sous le nom de Harold Beckett, commença à avoir des problèmes de santé en 1989, il a peut-être réalisé qu'il ne pouvait plus continuer à la déplacer sans être détecté. La séquence capturée par la dashcam cet été-là montrait probablement Jenny quelques instants après son évasion. Elle était désorientée, pieds nus, et essayait de lui échapper. La camionnette blanche qui la suivait n'était pas là par hasard. C'était la sienne, et à un moment donné, après cet enregistrement, il l'a rattrapée. La semaine suivante, les agents retournèrent sur le site de Fowler's Creek pour achever la récupération. Chaque os, chaque fragment de vêtement, chaque bribe de preuve fut catalogué et scellé. Un mémorial temporaire fut placé à côté de la zone d'excavation, un simple ballon rouge attaché à un piquet, son ruban frémissant dans le vent froid. Lorsque les restes furent remis à la famille, la nouvelle parvint discrètement à Maria. Le bureau ne fit aucune déclaration publique. Pas de conférence de presse, pas de journaliste attendant sur le pas de sa porte cette fois. Juste un appel, une voix à l'autre bout du fil, confirmant que la recherche était enfin terminée. Maria resta assise en silence pendant près d'une minute avant de répondre. Elle est restée seule assez longtemps, dit-elle. Les funérailles eurent lieu en mars 2017, dans un petit cimetière juste à l'extérieur de Franklin. Elles n'étaient pas ouvertes au public. Une poignée de parents et d'anciens enquêteurs y assistèrent, debout en cercle sous un ciel gris. Maria ne voulait ni fleurs ni discours. Elle demanda seulement que Jenny soit enterrée avec sa couverture d'enfance, celle qu'elle avait gardée pliée dans un coffre en cèdre pendant 35 ans. Pour les enquêteurs, l'affaire était classée, mais le poids de ce qu'ils avaient découvert persistait. Ils savaient qu'ils ne découvriraient probablement jamais ce qu'avait été la vie de Jenny pendant ces années perdues. Il n'y avait pas de journaux intimes, pas d'effets personnels, aucune trace d'elle au-delà des fragments de vêtements et du bref instant vidéo préservé sur une dashcam corrompue. Pourtant, d'une manière étrange, les preuves qui avaient survécu racontaient leur propre histoire. Le pull usé, qui avait autrefois habillé les épaules d'une petite fille, les marqueurs de croissance dans ses os, montrant une vie prolongée, bien que confinée, la dernière marche le long de la route capturée par hasard dans la lueur des phares d'un camion. Tout cela convergeait pour révéler une vérité qui avait été enterrée, au propre comme au figuré,
sous les pins du Tennessee. Pour la première fois depuis 1982, il y avait des réponses. Pas une conclusion, pas la paix, mais des réponses. Jenny avait été retrouvée, son histoire enfin tirée du silence qui l'avait engloutie. Mais alors que Maria se tenait devant la tombe de sa fille ce matin de printemps, regardant le ballon rouge s'élever et dériver vers les nuages, elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur une question obsédante à laquelle même l'enquête ne pouvait répondre. Pourquoi Jenny avait-elle été maintenue en vie si longtemps et qu'avait-elle enduré pendant toutes ces années dont personne ne pouvait rendre compte? La question la suivrait pour le reste de sa vie, une douleur sourde qu'aucune vérité ne pouvait apaiser. Mais au moins, pour la première fois en 35 ans, Jenny était à la maison. À l'été 2017, l'affaire qui avait hanté les forces de l'ordre du Tennessee pendant plus de 3 décennies fut officiellement classée. Le dossier Alvarado, épais de rapports jaunis, de notes manuscrites et de photographies pâlies par le temps, fut enfin scellé pour la dernière fois. Pour les enquêteurs qui avaient hérité de cette affaire non résolue, c'était à la fois une fin et l'heure des comptes. Chaque détail, chaque piste manquée avait été réassemblée pour former une unique vérité, cohérente et glaçante. Après des mois de recoupement, de reconstitution médico-légale et d'analyse numérique, le bureau avait reconstitué l'histoire du mieux qu'il le pouvait. Tout avait commencé en 1982, sur une aire de repos qui n'existait plus. Un homme portant un gilet réfléchissant et tenant un porte-bloc avait approché la famille Alvarado, se faisant passer pour un agent de l'entretien de l'État. Il était calme, rassurant et poli, quelqu'un d'assez officiel pour que personne ne remette en question sa présence. Les enquêteurs pensent que lorsque Maria a tourné son attention vers les distributeurs automatiques, Baines est passé à l'acte. Il a probablement attiré Jenny vers son camion en se servant du ballon qu'elle tenait, ou peut-être avec quelque chose d'aussi simple qu'un jouet dans sa poche. En quelques secondes, elle avait disparu. Au cours des années suivantes, il déménagea constamment, acceptant des emplois temporaires pour réparer la signalisation, refaire le bitume, défricher le long des autoroutes qui s'étendaient de l'Alabama à l'Oklahoma. Sa camionnette blanche était une présence constante, mais elle se fondait facilement parmi les centaines de véhicules d'état similaires. Il avait maîtrisé l'invisibilité par la normalité, se cachant au vu et au su de tous, tout en transportant une enfant que plus personne ne cherchait. Les analystes médico-légaux confirmèrent plus tard que les fibres des vêtements de Jenny, récupérées dans la tombe près de Fowler's Creek, portaient des traces d'un lubrifiant industriel utilisé dans les anciennes machines d'entretien des autoroutes. C'était la même substance retrouvée sur les vieilles moufles de travail de Baines, conservées dans un garde-meuble que son propriétaire avait vendu aux enchères après sa mort. Même dans la mort, ces outils racontaient l'histoire qu'il n'avait jamais avouée. Il connaissait maintenant le clip de la caméra de tableau de bord. La vidéo granuleuse de 20 secondes qui avait tout relancé avait été enregistrée en 1999, l'année de la mort de Baines. Les enquêteurs émirent l'hypothèse qu'elle aurait pu capturer l'une des dernières tentatives d'évasion de Jenny. L'analyse faciale médico-légale fit correspondre ses traits avec ses photos d'enfance avec une quasi-certitude. Sur ces images, elle paraissait terrifiée mais alerte, consciente du danger derrière elle, luttant encore pour sa survie après 17 ans de captivité. Le détail le plus troublant n'était pas seulement ce que la caméra avait vu, mais comment elle avait survécu. La caméra qui avait capturé l'image de Jenny appartenait à une société de logistique qui avait fait faillite au début des années 2000. Lorsque sa flotte fut liquidée, l'un des camions et son ancien système d'enregistrement furent vendus aux enchères.
Le fichier vidéo, stocké sur un disque dur obsolète, resta ignoré pendant près de 2 décennies jusqu'à ce que le petit-fils de Bill Morton le reformate en réutilisant l'appareil. Au cours de ce processus, les données corrompues refirent surface, fragmentées, déformées, mais suffisamment intactes pour être reconnues. Cela signifiait qu'un morceau de technologie qui n'existait même pas lorsque Jenny avait disparu était devenu le témoin que les yeux humains n'avaient jamais été. Ce petit fichier corrompu avait attendu en silence pendant des années, enfermé dans un matériel désuet, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert par hasard. Pour les enquêteurs, cette prise de conscience portait en elle une étrange forme de deuil. Les réponses avaient toujours été là, enfouies non seulement sous la terre, mais aussi dans des données oubliées, des preuves égarées et des moments perdus dans le temps. Et quand tout a finalement refait surface, la vérité est arrivée trop tard pour la justice. Benz était mort. Jenny avait disparu. Il ne restait que la reconstruction d'un cauchemar et le faible réconfort de savoir ce qui s'était réellement passé. Maria reçut le rapport final en personne. Elle avait 71 ans, frêle mais l'esprit vif, la voix toujours ferme après des années de silence. L'enquêteur principal la rencontra à son appartement, porteur d'une mince chemise qui résumait 3 décennies de recherche. Il lut les conclusions à voix haute, aussi doucement que possible. Sa fille avait été retrouvée, son identité confirmée, sa mort classée comme homicide. C'était la clôture que le monde appelait la paix, mais qui n'avait rien de paisible. Quelques semaines plus tard, Maria fit le trajet en silence jusqu'à l'endroit où se trouvait autrefois l'aire de repos. Le site avait été entièrement reconstruit. Un nouvel asphalte, un parking neuf, un bâtiment sanitaire moderne avec des lumières automatiques et une signalisation impeccable. Des familles allaient et venaient, des enfants riaient, des voyageurs s'étiraient les jambes en route vers ailleurs. Personne ne savait ce qui s'était passé sur ce même sol 35 ans plus tôt. Maria marcha lentement jusqu'à la lisière des arbres, s'arrêtant près d'un jeune pin d'où elle pouvait voir la courbe de l'autoroute au loin. De son sac à main, elle sortit un unique ballon rouge de la même couleur que celui que sa fille tenait le jour de sa disparition. Elle l'attacha à la branche la plus basse et recula, le regardant se balancer dans la brise. Sa voix, douce mais stable, porta juste assez pour que la personne qui filmait non loin puisse l'entendre. Elle est rentrée maintenant. Pendant un instant, elle resta là, la main posée sur le tronc de l'arbre, comme pour s'ancrer à l'endroit où sa vie s'était brisée en deux. Il n'y avait pas de journaliste cette fois, pas de flash d'appareil photo, pas de microphone, juste le bourdonnement lointain de la circulation et le bruissement des aiguilles de pin. C'était fini, pas de la manière dont elle l'avait un jour espéré dans ses prières, mais de la seule manière que le temps autorise. Lorsque le bureau déposa son rapport de synthèse final cet automne-là, une ligne se démarquait des autres. Elle disait « Affaire résolue grâce à des preuves numériques récupérées en 2016. Cause probable confirmée par comparaison médico-légale et données corroborantes. Aucune autre action en attente. » La note était clinique, détachée, mais entre ces lignes se cachait une ironie qui n'échappa à personne. En 1982, il n'y avait pas de caméra de sécurité sur les aires de repos, pas de registre numérique, pas de suivi GPS, pas de stockage de données. Une enfant avait disparu en plein jour et le monde l'avait simplement perdue.
Mais en 2017, la technologie, une chose que ses parents n'auraient pu imaginer, s'était souvenue de ce que tout le monde avait oublié. Pour les enquêteurs qui avaient vécu avec cette affaire, c'était à la fois miraculeux et tragique. La vérité avait enfin été trouvée, mais elle était arrivée sans châtiment, sans réponse aux questions qui les hantaient encore. Pourquoi l'avait-il gardée en vie si longtemps? Avait-elle déjà essayé de demander de l'aide? Quelqu'un l'avait-il vue sans le savoir et détourné le regard? Il n'y aurait jamais de réponse à ces questions. Seulement la certitude que quelque part, d'une manière ou d'une autre, un unique enregistrement oublié avait parlé pour elle. Maria est décédée 2 ans plus tard. Son avis de décès mentionnait une fille qui avait retrouvé sa mère dans la paix. Aucun détail, aucune mention de l'aire de repos, aucune référence à l'affaire qui avait autrefois captivé l'État. Pour sa famille, l'histoire était terminée. Mais pour ceux qui avaient étudié le dossier, elle persistait comme une affaire inachevée, un rappel que certains mystères ne restent pas enterrés pour toujours. Ils attendent, parfois des années, parfois des décennies, et parfois ils sont retrouvés non pas par les gens qui se souviennent, mais par les machines qui n'oublient jamais. L'histoire de Jenny Alvarado s'est terminée comme tant d'autres, non pas avec la justice, mais avec la vérité, une vérité reconstituée à partir d'images brisées, de fichiers épars et de la détermination acharnée de ceux qui ont refusé de laisser son nom s'effacer. Et tandis que ce ballon rouge s'élevait dans le ciel du Tennessee, il y eut enfin un sentiment de quiétude, celui qui ne vient pas de la victoire, mais de la certitude qu'après 35 ans, le silence avait enfin été rompu.